Bonjour à tous, je vous retrouve enfin pour ma seconde vidéo. Et oui, je vous ai fait attendre longtemps, je sais. J'ai eu un petit problème technique, j'espère que vous saurez me pardonner pour ce petit souci. Et je vous invite à vous installer bien confortablement car la prochaine histoire, Charrette fantôme, est légèrement plus longue que la première. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Alors, c'est parti. La charrette fantôme. Ce jour de novembre ne présageait rien de bon. Le ciel était bas et gris comme souvent en cette saison. Les nuages venaient s'accrocher aux plus hautes collines de la lande, glissant doucement sur les pentes arides, tels d'informes fantômes cherchant à gagner, silencieux, le creux des vallons. Excepté quelques corneilles tournoyant dans l'air froid, il n'y avait âme qui vive à des lieues à la ronde, et si jamais il y en avait eu, ne serait-ce qu'une, elle aurait quitté l'endroit, chassée par le chant lugubre de ces noirs volatiles. Tout n'était donc que caillasse, bruyère sauvage et buissons ras. Les arbres eux-mêmes ayant décidé depuis fort longtemps d'aller planter leurs racines en des terres plus meubles. Une route unique traversait de part en part ces landes inhospitalières, reliant la côte au nord du pays. Le voyageur cherchant à rallier l'une ou l'autre des deux destinations n'avait d'autre choix que d'emprunter cet itinéraire peu engageant. Pour achever de ternir une réputation qui n'en avait plus guère besoin, de vieilles histoires étaient colportées par les vents dans toutes les oreilles qui, à l'époque et en ces lieux, s'ouvraient volontiers aux paroles les plus sombres. Oui, vraiment. Ce jour de novembre ne présageait rien de bon. Car outre l'atmosphère inquiétante et immobile de cette région, un détail laissait paraître que le temps de cette immobilité était compté. En contrebas d'une ravine, là où la route formait un coude, 3 grosses pierres se trouvaient en travers du chemin. Et leur disposition laissait à penser qu'elles n'étaient pas là suite à un éboulement naturel, mais que quelqu'un les y avait placées délibérément pour faire barrage. Gilles le filou n'était pas un mauvais bougre. Il devait son sobriquet au tempérament facétieux hérité de son père. Bien des fois, ce grand gars au regard malicieux avait fait tourner les gabelous en bourrique, et au village, il se plaisait à raconter ses nombreux tours pour échapper aux gendarmes chargés de faire main basse sur les marchandises de contrebande qui fleurissaient sur toute la région côtière. Gilles habitait une petite masure isolée, là-bas, tout au bord de la falaise, avec le vent et les goélands pour uniques compagnons. Lorsque ses maraudes ne l'entraînaient pas dans les criques les plus reculées pour traiter quelque affaire louche, il gagnait la ville, allait se perdre dans les méandres d'étroites ruelles commerçantes, terrain de jeu favori des vide-goussets et autres diseurs de bonne aventure. L'aventure, elle n'était qu'à quelques toises, en contrebas de la venelle du port. Il n'y avait qu'à suivre l'odeur des quais, celle du goudron de calfatage mêlé au relent de poissons. L'aventure commençait aussi dans les tavernes, où les recruteurs d'équipage trouvaient leur compte parmi une clientèle enivrée. Le gars qui s'endormait sur un coin de table encombré de verres vides avait toutes les chances de se réveiller un baquet d'eau salée à la figure sur le pont principal d'un navire à destination des Indes, des Caraïbes ou autre bout du monde exotique. Gilles le filou, lui, fréquentait les tavernes pour toute autre raison. Les langues s'y déliaient plus que partout ailleurs. Du pain béni pour les oreilles indiscrètes. Une source d'information sans pareille. Il y avait juste qu'à entrer, s'asseoir dans un recoin sombre et se faire oublier, fondu dans le décor tel un marin solitaire méditant sur ses voyages passés. Puis, sans rien laisser paraître, observer, écouter, s'informer des nouvelles d'ici et d'ailleurs, saisir une confidence, une indiscrétion, glaner le moindre indice, signe d'une belle affaire à venir. Un lieu d'inspiration, territoire de chasse au sein duquel Gilles le filou se comportait comme une bête à l'affût. Voilà comment un soir,
les bribes d'une conversation vinrent se poser sur le rebord de sa bolée de cidre, tel un oiseau sur la branche d'un arbre. Une conversation évoquant l'endroit où des monnaies trébuchantes fort attendues par le capitaine d'un navire de commerce sur le départ allaient être envoyées. Les fonds nécessaires aux achats d'étoffes précieuses et autres épices rares devaient arriver le surlendemain par simple malle-poste pour ne pas attirer les convoitises. Gilles Le Filou tenait son affaire. Les conditions semblaient favorables pour échafauder un mauvais coup comme lui seul pouvait l'imaginer. C'est ainsi qu'au jour dit, au creux d'une ravine, un des endroits les plus isolés que devait emprunter la malle-poste, 3 pierres barraient la route, juste au sortir d'un virage un peu sec. 3 pierres, au lieu dit la fourche du diable. Une étroite sente pierreuse traversait la grande route, formant cette croisée de chemins. Un calvaire y avait été dressé pour conjurer le mauvais sort. Dissimulé derrière ce petit monument de granit couvert d'un lichen vert de gris, Gilles Le Filou s'était embusqué dans la bruyère secouée par les bourrasques de vent. Un petit mousquet chargé, mousquet dont il ne s'était jamais servi si ce n'est pour se donner un air des plus convaincants. Il attendait depuis bientôt 1 heure, avec une attention croissante au fur et à mesure que s'égrenaient les minutes. L'oreille attentive au moindre signe d'approche d'une voiture à cheval. Puis son attention se relâcha un peu. Le ciel semblait venir s'écraser sur la terre tant il était bas. Un ciel devenu plus sombre, menaçant. Gilles considérait ce paysage austère, mangé par d'épais nuages. Combien l'endroit portait bien son nom, la fourche du diable. Soudain, il dressa l'oreille. Là-bas, il en était certain, une roue cerclée de fer avançait sur la route. Gilles se figea, la main refermée sur la crosse du mousquet. Une voiture allait sortir du virage. Gilles Le Filou, recroquevillé, vint se caler contre le pied du calvaire, prêt à surgir. Le grincement de l'équipage était maintenant bien net, mêlé au souffle du vent et le craillement des corneilles là-haut qui s'envolaient vers l'est. À l'écoute, Gilles sut que la malle-poste venait de surgir du tournant. Surgir ? C'est étrange. Une chose n'allait pas. Ce qu'il entendait ne correspondait pas à la course d'un puissant attelage tirant une lourde voiture. Ça grinçait, terriblement. Les cieux semblaient gémir d'une telle lenteur, lenteur ordonnée par le pas fatigué d'un unique cheval. Alors, l'attelage s'immobilisa, suivi d'un frémissement de naseaux. Il devait avoir atteint l'obstacle de pierre. Gilles Le Filou restait interdit, dans l'attente alourdie par un silence oppressant. Un silence terrible. Les corneilles avaient disparu, et le vent, même s'il soufflait encore, donnait le sentiment de murmurer. Le vent gémissait une longue plainte, plainte glaçante. Gilles Le Filou, dos appuyé au granit, risqua un œil avec l'appréhension de ce qu'il allait découvrir. Dans ce paysage lugubre, l'ombre d'un équipage se tenait à l'arrêt, juste au-delà des 3 pierres. Un cheval osseux à la robe noire était attelé à une charrette sépulcrale surgie de la nuit des temps. La bâche claquait au vent, laissant flotter quelques lambeaux de toile tels de sinistres étendards. Sur l'avant, une lanterne pâle et terne oscillait doucement. La faible lueur révélait la silhouette du conducteur. L'homme se tenait debout, très droit, immobile, sous un long manteau sombre, dont le col relevé, ainsi qu'un chapeau de feutre à large bord, dissimulait un invisible visage. Cette vision irréelle glaça le sang du malheureux Gilles.
Dans le lointain, de derrière les collines, montait le glas d'un clocher, soudain couvert par l'appel du mystérieux charretier. « Oh là, toi! Toi qui te caches quelque part alentour, viens! Viens donc libérer le chemin, que je puisse reprendre ma route sans tarder. Karigananku, la charrette du passeur ne peut attendre. Si mon temps est précieux, sache que le tien, plus que jamais, est compté. Écoute, écoute bien, inconscient que tu es, à rester tapi dans la bruyère. Écoute ce que je vais te dire. Pour chaque minute, entends bien, pour chaque minute que me feront perdre ces pierres, placées là par tes soins, en travers du chemin, je me dédommagerai sur ton espérance de vie. Au plus tu tarderas, au plus tôt ton dernier souffle rendra. Allons! À moins que tu ne souhaites rejoindre mon chargement pour un repos éternel, ne lanterne pas. Gilles le Filou ne se le fit pas dire deux fois. C'est un homme courbé, la peur sur les épaules, qui sortit à découvert. Il se précipita, sans oser lever le regard vers le terrible attelage. Il s'arc-bouta contre la première roche, s'éreinta dans l'effort pour la faire verser sur le bas-côté, puis la seconde. Lorsque la troisième roula dans le fossé, de nouveau, la voix d'outre-tombe couvrit le long bruissement des naseaux du cheval famélique. « Voilà qui est bien, Gilles Marie Kerguenou, dit le Filou. Le sablier de tes jours à vivre peut à nouveau s'écouler normalement. Cependant, sache que par ta faute, ton heure viendra plus tôt qu'elle n'aurait dû. Je viendrai donc te chercher en ta demeure, là-bas, tout au bout de la falaise. Tu as encore du temps, mais ne tarde pas à régler tes affaires, Gilles Marie Kerguenou. Kenavo. » Et l'équipage de s'ébranler sans qu'aucun ordre ne soit donné. Il passa devant Gilles le Filou, chapeau en main, tête basse ruisselante d'une sueur froide. Les roues cerclées de fer, de leur lenteur pesante, broyaient les pierres du chemin. À nouveau, les essieux laissaient échapper de lugubres grincements, des grincements à faire éclater les dents, à déchirer les oreilles. La charrette fantôme s'engagea dans la sente pierreuse pour rejoindre quelques villages ou hameaux isolés, prochainement frappés par la funeste nouvelle. C'était assez pour le pauvre bougre. Gilles le Filou rassembla ce qui lui restait de force et de courage pour se carapater à travers la lande, accrochant bragoubras et bas de veste aux broussailles griffues. C'est bien pâle qu'on le vit entrer, tard le soir, dans une des tavernes du port. Il paraissait avoir vieilli de 10 ans. L'éclat malicieux de son regard s'était éteint. Il vint échouer à une petite table vide près de la cheminée avec le désir de se réchauffer l'âme et le corps, se ressourcer dans cette atmosphère ambrée aux senteurs de tabac blond. Pourtant, rien n'y faisait. Il ressentait toujours ce grand froid intérieur. L'idée de s'en retourner chez lui au risque d'entendre à chaque instant le sinistre gémissement d'un essieu au bout du chemin, cette funeste perspective le plongeait dans un profond désarroi, si bien qu'il prit la décision de n'y jamais retourner, de quitter le pays au plus tôt. Demain, aux premières lueurs du jour, il partirait en quête d'une place de matelot. Peu importe que le navire soit marchand ou militaire, qu'il soit flibustier ou Terre-Neuve, Gilles le Filou voulait prendre la mer avec l'espoir de mettre une grande distance entre lui et cette terre dont les croyances et autres légendes s'estomperaient peut-être avec les 1000 parcourus sur des vastes océans. Ainsi fut fait. Au matin,
Gilles le Filou griffonnait avec maladresse son nom au bas d'un papier jauni signifiant son engagement parmi l'équipage d'un petit brick de commerce. Son armement achevé, le 2-mâts devait appareiller à la prochaine marée. Gilles passa sa première nuit sur le navire. Il était d'usage de partager son hamac avec un autre marin du bord, dans le gaillard d'avant, réservé aux simples matelots. L'espace n'était pas bien grand. Cependant, la cohabitation, les ronflements, les conversations à voix basse, les odeurs de pipe, cet environnement le rassurait tant il se sentait encore marqué par la terrible rencontre. Le lendemain, à l'aube, profitant d'un vent léger, le brick prenait la mer. Gilles le Filou, à l'ouvrage sur le pont, n'eut pas le loisir de contempler la côte qui s'éloignait en poupe. Tout juste jeta-t-il un dernier regard sur les falaises grises au loin, un sentiment partagé entre regret et soulagement. À partir de ce jour, Gilles le Filou parcourut tous les océans du globe, les mers aussi. Il connut la promiscuité du bord, la dure vie des matelots, les tempêtes les plus terribles, et il fut effrayé d'apprendre qu'il ne s'agissait là que de simples coups de vent. « Une tempête, oh dame Gast, c'est autre chose, mon garçon !» Plusieurs fois, il changea de navire, se retrouvant même à bord d'un brigantin corsaire. Flibustier, il sentit l'odeur et le goût de la poudre, la clameur des hommes sur le pont, dans les haubans, sous la mitraille, les râles et les plaintes après le combat. Plus d'une fois, il crut s'être jeté malgré lui dans les bras de celui qu'il avait tant voulu fuir. Combien de lames, qu'elles soient issues de la mer ou de l'acier des hommes, combien de lames avaient voulu couper court à sa vie, combien de boulets l'avaient frôlé. Et puis, le temps avait fait son œuvre. La crainte s'était estompée pour disparaître, diluée dans les nombreux souvenirs que génèrent les voyages lointains. Passèrent les années, d'un continent à l'autre, quelques tours du monde, puis d'un coup, sans crier gare, les marins savent bien, eux, comment les choses se passent. Comment un matin on descend de son hamac. C'est si soudain. Ça vous tombe dessus sans crier gare. Voilà-t-il pas que le marin a la nostalgie. La nostalgie du pays. La nostalgie d'un bon café bouillu. Cette odeur si particulière qu'a le café breton, resté un temps indéterminé sur le poêle à bois dans une vieille cafetière en émail qui siffle. Un parfum de chez soi, plus fort que tous les parfums d'ailleurs. Alors, Gilles le Filou décida de rentrer chez lui. Il avait eu son compte d'aventure. Il se sentait fatigué, épuisé, tant d'errances maritimes. Il se mit donc en quête d'un navire à bord duquel il pourrait rallier sans délai le premier port breton venu. L'occasion se présenta très vite. Voyage de retour. Passèrent les semaines. L'impatience de journées trop longues, puis ce fut Cornogue, le vent d'ouest, qui souffla dans les voiles. Cornogue, c'est déjà un peu la Bretagne, même si l'horizon restait vide de toute terre jusqu'à cette fin d'après-midi. Le soleil était rasant sur les vagues, Gilles était dans la mâture. À la proue, la nuit gagnait sur un jour sans nuages. Le ciel flamboyait aux derniers rayons du couchant et le navire filait droit, une légère gîte sur bâbord. Une mouette vint tourner autour du vaisseau. Une mouette rieuse, avec sa tête noire. De son cri rauque, elle venait souhaiter la bienvenue aux marins de retour chez eux. On sent la terre avant de la voir, et c'est bien vrai. Ça sentait la bruyère, ça sentait le jonc. Au petit matin, le navire glissait vers l'Orient. Grâce aux bénéfices tirés de ses voyages, Gilles le Filou put se poser dans un petit coin paisible. C'en était terminé des errances au long cours comme de ces filouteries des temps passés. Juste le désir de cultiver un petit lopin de terre, regarder pousser ses salades, ses tomates, et par la fenêtre ouverte, savoir au sifflement de la cafetière en émail
sur le poêle à bois que le café est prêt. Un bon café bouillu. Et puis descendre au bourg, prendre des nouvelles, faire la causette, de tout, de rien. Un jour que Gilles s'en revenait, il pleuvait, comme il arrive parfois en Bretagne. Une pluie drue, sans un souffle de vent. Une de ces pluies qui laissent imaginer qu'elle ne cessera jamais tant elle ne fait qu'un seul avec le ciel immobile. Un ciel gris, d'une telle densité qu'on pourrait presque le toucher. On n'y voyait pas 50 pas, et le chemin que Gilles empruntait n'absorbait plus, tant la terre se gorgeait d'eau. Ce n'était plus qu'un ruban de boue grasse au milieu duquel, à mi-pente, une voiture semblait bloquée dans les ornières. D'un coup, les vieux démons de Gilles ressurgirent d'obscurs souvenirs enfuis. Comme il marquait un temps d'arrêt, il fut rassuré, autant qu'étonné, par l'étrange chargement. L'arrière de la charrette était rempli de fer à cheval rouillé et de chaussures aux semelles usées. Comme il arrivait à hauteur du conducteur, afin de lui proposer une aide éventuelle, son sang se glaça d'un coup. Il reconnut le cheval noir, ses flancs osseux. Il reconnut la sombre silhouette immobile, laquelle le toisait de toute sa grandeur, le large chapeau, le manteau ruisselant de pluie, et toujours la faible, très faible lanterne sur le point de s'éteindre. Il voulut fuir, se mettre à courir, mais ce fut à l'image des rêves les plus terribles, lorsque les semelles se font de plomb. Toute fuite devient impossible, et le danger auquel on souhaitait échapper, de se voir engloutir telle une eau noire. Les jambes de Gilles étaient prises dans la boue jusqu'au-dessous du mollet. Malgré ses efforts, il ne pouvait que constater son impuissance, continuant même de s'enfoncer au niveau des genoux. « Gilles Marie Kernegout, dis le filou !» fit le passeur d'une voix grave. « Je te retrouve enfin. Sais-tu, mon garçon, que ton temps est passé depuis longtemps. Tu m'en as fait parcourir des chemins des années durant, jamais au même endroit, toujours un temps d'avance. Combien de fois as-tu deviné ma main tenter de te saisir? Combien de fois m'as-tu senti te frôler? Mais toujours, tu te dérobais, filou que tu es. Vois la quantité de chaussures que j'ai dû user à te courir après, sans parler de ces fers pour mon cheval. Mais ta course est terminée. Il est grand temps de me suivre, Gilles Marie Kernegout, sans plus tarder. Anankou, le passeur, tendit une main blanche et maigre. Dès cet instant, Gilles n'éprouva plus le vent froid ni l'averse sur son visage. Il n'eut plus la sensation désagréable de son vêtement trempé, alourdi par la pluie. Il n'avait plus peur. « Monte, Gilles Marie Kernegout, ne sois plus effrayé. Il est encore un voyage à entreprendre. Un voyage ultime. » Et voilà, c'était La charrette fantôme, tiré du livre Féeries et légendes de Bretagne de Xavier Husson. J'espère que cette histoire vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à vous la raconter et je souhaite pouvoir vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures. À ce sujet, si vous avez envie d'une histoire en particulier, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous la raconter prochainement.
En attendant, je vous souhaite plein de bonheur. Ciao!